Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui très honorés de pouvoir s'entretenir avec Monsieur Dallest, magistrat français de renom, et récemment auteur de son 5e ouvrage, intitulé Cold Case, un magistrat enquête, paru aux éditions Mareuil en 2023, et dont la préface est d'ailleurs rédigée par l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Tout d'abord, bonjour Monsieur Dallest, comment allez-vous ? Bonjour, écoutez, je vais très bien et je vous remercie de m'accueillir pour parler devant vous de plein de sujets, dont celui des cold cases. Alors vous êtes un magistrat français, récemment retraité depuis juillet 2022, année durant laquelle vous réclamiez en tant que procureur général de la République la réclusion criminelle à perpétuité pour Nordal-Lelandais dans l'affaire de la petite Maëlys. Est-ce que l'on peut dire grossièrement actuellement que la boucle est bouclée ? Oui, effectivement, j'ai terminé ma carrière quasiment sur le procès de Nordal-Lelandais qui a été accusé de l'enlèvement et du meurtre de la petite Maëlys, 8 ans, en 2017. Et c'était ma dernière affaire de cour d'assises, puisque je siégeais régulièrement comme avocat général à la cour d'assises. Et c'est une de mes rares affaires dans laquelle j'ai demandé la réclusion criminelle à perpétuité. Je crois que c'était peut-être la 5e fois seulement. Et donc c'est une affaire qui sera marquante, qui est marquante pour moi, même si j'en ai connu beaucoup d'autres. Mais peut-être celle-là, notamment par l'intérêt médiatique. Tous les jours, il y avait entre 500 et 1000 personnes qui attendaient devant le palais de justice, même à 2 heures du matin, comme s'ils assistaient à un concert de rock, et qui voulaient assister au procès. Donc un grand engouement, une organisation parfaite, et le procès s'est bien déroulé, donc ça restera un souvenir fort. Vous avez une belle carrière de 38 ans, par laquelle vous avez commencé par le poste de juge d'instruction, avant d'être nommé procureur général pendant 10 ans, puis avocat général à la Cour d'appel de Bordeaux. Après de longues années et de loyaux services, vous finissez votre carrière en tant que procureur général. Quels sont les enseignements que l'on retient avec une carrière comme la vôtre ? Eh ben, écoutez, c'est une carrière que j'ai eu la chance de faire après des choix personnels et puis des opportunités que j'ai pu saisir. Ce qui m'a toujours plu, c'est le travail de terrain, d'être sur le terrain, de rencontrer les réalités humaines, pas toujours très drôles d'ailleurs. Donc j'ai pu, par carrière étant tourné vers le pénal, connaître les 3 phases d'un processus pénal que sont la découverte d'un crime. C'est le rôle du procureur de la République qui est le premier informé par les enquêteurs. Il peut d'ailleurs se déplacer sur les lieux. La phase suivante, c'est l'instruction, qui est obligatoire en matière de crime, où cette fois un juge d'instruction, ce que j'ai été pendant 10 ans, doit faire avec la recherche de la vérité sur une affaire, dans un tête-à-tête avec la personne mise en cause, s'il y en a une. Et j'étais dans la phase finale, qui est celle du procès. Quand il y a un procès, ce n'est pas toujours le cas, et je pense au cold case malheureusement, où là, le magistrat du parquet a le titre d'avocat général. Il représente la société, il soutient l'accusation, et je l'ai fait pendant 9 ans. Donc merci pour cette succincte présentation, Monsieur Dallest. Il est dorénavant temps de passer au thème de la chronique du jour, dédiée au cold case. Dans votre ouvrage, vous énoncez, je cite, « On ne naît pas cold case, on le devient ». Que voulez-vous dire par cette phrase et comment définissez-vous ces fameux cold cases ? Qu'est-ce qu'une affaire non élucidée, un cold case? C'est une affaire criminelle qui n'est pas résolue dans un temps incertain. La loi maintenant évoque le 18 mois depuis la commission des faits. Pour qu'une affaire non résolue au bout de 18 mois soit éventuellement transmise au pôle judiciaire de Nanterre, on en parlera sans doute, qui est maintenant une compétence nationale. Ce qui veut dire que si demain un crime est commis à Poitiers, le procureur de Poitiers reste compétent. Si l'auteur des faits n'est pas identifié, l'enquête va se poursuivre, peut-être qu'un juge d'instruction et même sans doute sera saisi. Et ce n'est qu'au bout de 18 mois, si l'affaire n'est pas résolue, que ce dossier a vocation, peut, de façon facultative, être transmise au pôle de Nanterre. Et donc, une affaire ne naît pas immédiatement comme non résolue. Ce n'est qu'au fil des jours qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas de piste ou les pistes envisagées n'amènent à rien. Et ce qui veut dire qu'il y a des affaires qui sont intrinsèquement plus complexes à élucider. Je pense à la découverte d'ossements humains, une personne enterrée quelque part.
il y a déjà longtemps, on a du mal à avoir des pistes immédiatement, ou une personne noyée au fil de l'eau qui est découverte. Ce sont des affaires qui sont intrinsèquement plus difficiles à résoudre que l'affaire toute simple d'un meurtre dans une maison, un conjoint qui en tue un autre, où là l'affaire est pratiquement résolue dès qu'elle est commise. Cet attrait pour les cold cases est de longue date. Vous aviez déjà participé à la rédaction d'un rapport dans lequel vous préconisiez d'instaurer, je cite, une mémoire criminelle dans les parquets. Qu'est-ce que vous entendez par mémoire criminelle ? Oui, alors je me suis intéressé malheureusement au cold case, non pas par goût personnel, mais en tant que praticien, j'en ai rencontré un certain nombre d'affaires non élucidées. Et déjà à l'époque, moi j'avais constaté qu'il manquait dans les parquets, le parquet étant la structure qui est chargée des poursuites pénales, il manquait une connaissance complète, exhaustive des crimes commis dans son ressort, ce qu'on appelle la mémoire criminelle. Et donc un procureur prend ses fonctions à Poitiers ou à Angoulême ou à La Rochelle, il n'aura pas sur support informatique un état complet des affaires non résolues dans son ressort. Il saura quelles sont les affaires qui sont chez des juges d'instruction, qui sont en cours, non résolues, mais les affaires anciennes qui ont été clôturées parce qu'elles n'ont pas été résolues, celles-là, il ne les connaîtra pas. Et c'est pourtant ces dossiers anciens qui, s'ils ne sont pas prescrits juridiquement, pourraient être réouverts. D'où l'intérêt que les procureurs, ce qu'ils ne font pas, ou très peu le font, tiennent un état exhaustif des affaires avec la date des faits, la date, le lieu, le mode opératoire, pour que sur le long terme, cette mémoire criminelle soit alimentée et qu'ils puissent savoir, et que leurs successeurs éventuels puissent savoir combien d'affaires n'ont pas été résolues. Pourquoi ? Parce que maintenant les familles, à la faveur de tout ce qu'on sait aujourd'hui, n'hésitent pas à demander la réouverture de certaines affaires classées. D'où l'intérêt d'une mémoire criminelle qui serait une mémoire numérique, puisque maintenant les dossiers judiciaires sont tous numérisés et ne sont plus des dossiers papier, pour pouvoir retrouver le dossier et retrouver les éléments de cette affaire et pouvoir répondre aux interpellations d'une famille, d'un avocat qui souhaiterait la réouverture de l'affaire. D'ailleurs, concernant la centaine de dossiers qu'il existe au pôle de Nanterre, que pensez-vous de la création de pôles interrégionaux pour désengorger ce pôle principal ? Alors, majoritairement dans le groupe de travail que j'ai présidé, nous étions pour la création de plusieurs pôles dédiés au cold case. Pourquoi ? Parce que des crimes non élucidés, des disparitions inquiétantes, il y en a partout en France. Et qu'on avait un petit peu présagé la saturation du pôle qui commence à arriver de Nanterre, qui prend beaucoup de dossiers, mais qui n'est pas extensible à l'infini. Donc on s'était dit qu'il était utile qu'il y ait au moins 3 ou 4 autres pôles, ce que la loi permet, mais pour l'instant une option gouvernementale a été prise de ne créer qu'un seul pôle à Nanterre, qui a une compétence nationale. Tout ça peut être modifié. Pour l'instant, ça fonctionne. Je pense qu'il sera toujours nécessaire d'avoir un pôle national qui travaille sur les tueurs en série, car vous le savez, les tueurs en série peuvent être très mobiles géographiquement. En revanche, moi personnellement, je pense qu'on pourrait imaginer un pôle dans le sud-est, un pôle dans l'ouest, avec une compétence interrégionale, où seraient concentrés les crimes non résolus, des disparitions inquiétantes. Voilà, et tout ça, c'est une option qui devrait être prise un jour par un gouvernement. Comme vous l'avez dit, on ne peut pas accueillir maintes et maintes dossiers au pôle, puisque le pôle est complètement saturé déjà 2 ans et demi après sa création. La question étant, comment faites-vous alors pour trier les dossiers et quels sont ceux susceptibles d'intégrer ce pôle ? Alors, le pôle ne peut pas prendre tous les dossiers non résolus. Donc, il y a une évaluation qui peut prendre un certain temps. Est-ce que les faits sont prescrits ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà été mises en cause dans le dossier ? Et une fois que le pôle a pris la décision de saisir du dossier, le dossier sera confié à des juges d'instruction du pôle de Nanterre qui travailleront avec des méthodes sans doute différentes, nouvelles et surtout un temps consacré uniquement à ces dossiers. Mais quand il faut se replonger dans un dossier qui fait plusieurs tomes, je pense à l'affaire de Chevaline, une tuerie qui a eu lieu en 2012, le dossier fait au moins une centaine de volumes. Vous imaginez le travail considérable de lire le dossier, d'en prendre connaissance, de voir les pistes qui n'ont pas été exploitées, c'est un travail énorme. Donc on ne peut pas non plus submerger les juges de Nanterre de trop de dossiers, sinon leur plus-value sera réduite. Ils ne pourront pas avoir le temps matériel de se consacrer, c'est tout le problème. Après, il y a des dossiers, malheureusement, qui, même transmis au pôle de Nanterre, ne seront jamais résolus, parce qu'ils sont trop anciens,
parce que les pistes, il n'y en a plus, parce que des témoins importants ont disparu. Ça, il faut aussi que les familles s'en convainquent, hein. Mais au moins, on pourra dire que tout aura été tenté pour qu'on puisse avancer sur un dossier, et que pour différentes raisons, parce qu'encore une fois, à l'époque, avant les années 90, on ignorait l'existence de l'ADN. Combien de dossiers, je les ai vécus, auraient pu être solutionnés aujourd'hui si on savait qu'un agresseur peut laisser ses traces biologiques. À l'époque, on ignorait ça. Et même si on peut identifier l'auteur des faits, il est fort possible que l'auteur soit décédé. C'est ce qu'on voit aux États-Unis, où il n'y a pas de prescription en matière de crime. Les Américains élucident des affaires des années 50, des années 60, mais l'auteur est décédé, de mort naturelle depuis. Mais au moins, on apporte une réponse, même s'il n'y aura jamais de procès, et je pense que socialement, c'est une bonne chose. Alors ça tombe bien que vous nous ayez parlé de l'ADN, car cette technologie a notamment servi à résoudre des affaires telles que celle d'Élodie Kulik. Pouvez-vous nous en dire plus? Et qu'en est-il de la fiabilité de cette source? Alors l'ADN fait d'immenses progrès. Aujourd'hui, les laboratoires font des choses qu'ils ne pouvaient pas faire il y a 10 ans en arrière, il y a même 5 ans en arrière. Et on peut penser que dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura encore des progrès plus sensibles. Aujourd'hui, on élargit le spectre des recherches avec les familles, les proches du titulaire de l'ADN, parce que pour pouvoir l'identifier, le titulaire de l'ADN en question, il faut qu'il soit dans un fichier national. Ça veut dire qu'il ait eu déjà des ennuis judiciaires. Si cette personne n'a jamais été interpellée, son ADN ne figure pas dans le fichier. Si l'auteur des faits n'est pas dans ce fichier, peut-être que son père, son frère, aura été interpellé, et donc la base de données est beaucoup plus large. Et c'est de cette manière, l'ADN de parentèle, qu'on a résolu un certain nombre de crimes en permettant de resserrer une enquête sur un individu suspect. Les Américains vont même plus loin. Eux, ils utilisent l'ADN généalogique, c'est-à-dire l'ADN privé. Vous savez que des sociétés peuvent identifier lorsqu'on veut connaître son ascendance, son arbre généalogique. On envoie sa salive à une société qui sort un ADN et qui peut voir dans votre ascendance quels étaient vos arrière-grands-parents. Et donc ça constitue une base de données privée que les Américains utilisent pour résoudre des cold cases. En France, c'est interdit. Il faut que la base de données, le fichier, soit public. Et donc on progresse, comme progresse également ce qu'on appelle le portrait robot génétique. Puisque maintenant, à partir de cellules humaines, peut-être celles de l'auteur des faits, on pourra identifier, connaître sa couleur. On peut connaître sa couleur des cheveux, couleur des yeux. Et là aussi, dans les perspectives de progrès, on pourra peut-être avoir les traits morphologiques du visage et peut-être à un moment l'âge du titulaire de l'ADN, ce qui serait énorme. Et donc, tout ça est intéressant. Ça va encore évoluer, mais il faut être attentif à cela, c'est-à-dire de savoir quelles sont les limites de l'ADN, car l'ADN est quelque chose qui peut être accusateur, accablant. Je pense à des traces de sperme, à des traces de sang, qui sont elles-mêmes parlantes, mais des cellules qu'on se transmet je vous serre la main, je vous transmets des cellules, vous m'en donnez. Si ces cellules humaines, je les pose quelque part, ce sera vous-même qu'on pourra interpeller en disant mais pourquoi on retrouve des cellules sur un verre alors que c'est peut-être ce qu'on appelle des cellules de contact. Donc il faut faire attention à une mauvaise lecture de l'ADN. L'ADN n'est pas la preuve absolue. Donc il faut être très vigilant sur l'interprétation de ces indications-là. Est-ce qu'elles sont suffisamment probantes en elles-mêmes ou est-ce qu'elles ne sont que ce qu'on appelle une orientation d'enquête sans être la preuve absolue? Je cite un exemple, un cas dans le bouquin d'une femme présumée tueur en série en Allemagne. On retrouvait toujours l'ADN d'une femme sur des scènes de crime. On s'est dit, mais il y a une femme tueuse en série, ce qui est plutôt rare. Et en fait, après des années, on s'est aperçu que c'était les écouvillons, les petits bâtonnets qui permettent de prélever des cellules biologiques qui avaient été contaminés par une employée du laboratoire qui les fabriquait. Donc on retrouvait son ADN chaque fois qu'on faisait des prélèvements sur des scènes de crime. Alors qu'en fait, c'était une employée qui n'avait rien à voir avec les faits, mais il y avait une contamination accidentelle de cet employé sur ces fameux petits écouvillons qui servaient à rechercher de l'ADN. Vous voyez, donc ça suppose beaucoup de prudence, beaucoup de règles d'usage pour être sûr qu'il n'y ait pas de pollution, de contamination accidentelle qui ferait qu'on trouverait un ADN qui
qui ne serait pas celui de l'auteur, parce que là, on peut aller vers une erreur judiciaire grave. On est passé d'une époque lointaine où on se contentait des aveux, qu'on extorquait, à aujourd'hui une preuve plus scientifique, si on l'a. Mais encore une fois, la science, qui va aller très loin, peut ne pas être elle-même déterminante. Ça peut être au contraire un accident. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faudra savoir discriminer et interpréter. Maintenant, nous avons quelques interrogations concernant votre livre. En effet, on y comprend qu'il n'existe pas de profil type pour un meurtrier. N'importe qui peut passer à l'acte. Quand avez-vous pris conscience de cela ? Personne n'a une tête d'assassin. De violeur, on le voit tous les jours, hein, d'escrocs, de voleurs. Personne, à la différence de ce que disait Lombroso, un criminologue italien à la fin du 19e, il y avait des têtes d'assassins, de voleurs, c'est pas le cas. Qui n'a pas eu des pensées violentes, des pensées agressives vis-à-vis de un membre de sa famille, de ses parents, de son employeur, de son voisin, de son prof. Des pensées violentes, heureusement non suivies des faits. Moi, j'ai constaté que le meurtrier, c'est quelqu'un d'ordinaire, qui a une vie ordinaire. Certains ont des vies difficiles, beaucoup. Des enfances problématiques, de la violence subie, de la marginalité, propension à l'alcool, bien sûr, mais beaucoup, finalement, ont un passé assez banal. Et on ne sait pas trop pourquoi ils basculent dans un acte extrême. Alors, il y a la bêtise, hein, l'impulsivité, la frustration qui jouent pour beaucoup. Et c'est la grande surprise des jurés de cour d'assises quand ils voient dans le box des accusés un monsieur qui a une tête tout à fait ordinaire, dont on apprend qu'il a tué toute sa famille, hein, alors que jusque-là, il ne faisait pas parler de lui. Et ça a toujours été pour moi le mystère du passage à l'acte. Même les psychiatres, les psychologues, on essaie de comprendre, ont du mal à savoir pourquoi on bascule, alors qu'on n'est pas d'un naturel violent, on n'est pas un sadique, on n'est pas un psychopathe. Pourquoi on bascule là-dedans ? Et ça, c'est le grand mystère. Et ce qui me fait dire qu'on a tous une capacité homicide. Pourquoi ? Parce qu'on a tous la capacité de se donner la mort. On peut tous se suicider, on le voit malheureusement. Donc, a fortiori, on peut tuer l'autre encore plus facilement. Parce que je pense que se donner la mort, c'est presque l'acte extrême, plus difficile que de tuer l'autre. Et ça, c'est ce qu'on voit dans toutes les sociétés. Et c'est pour ça que ceux qui pensent qu'ils ne comprennent pas qu'ont une société moderne et encore ce genre de phénomène, si, c'est aussi le propre d'une société où les gens vivent librement. Peut-être qu'un jour, on aura un drone qui contrôlera tous les citoyens et qui pourra prévenir un acte criminel, mais on n'en est pas là, hein, c'est de la science-fiction. Donc vous aurez des marginaux, des gens rétifs à de la discipline, vous aurez des gens violents, vous aurez des gens prêts à tout, qui sont le propre d'une société de liberté. Et même dans toute société, je pense que même dans les sociétés dictatoriales, il y a des crimes, hein. Alors les sociétés plutôt avancées ou de confort, il y a moins d'homicides que dans les sociétés pauvres, où la violence est beaucoup plus, où la pauvreté pousse au crime. Nous, on a heureusement moins ça, mais ce sera toujours le problème. Et donc ça reste une énigme éternelle. Vous vous êtes déjà entretenu avec des criminels de renom dans le cadre de vos fonctions, tels que Michel Fourniret ou Nordal Lelandais. Considérez-vous que ces individus étaient prédisposés génétiquement ou psychologiquement à de tels actes, ou ne serait-ce que de simples individus dont la société a contribué à leur déviance ? Non, je ne crois pas que les gens que vous avez cités aient été prédestinés à commettre ce genre de méfaits. C'est sans doute, alors il y a peut-être des failles psychologiques et sont des personnalités psychopathiques. Les psychopathes sont des gens qui ne sont pas forcément des criminels. On dit qu'un certain nombre d'hommes politiques sont des psychopathes. En fait, la psychopathie, c'est l'indifférence à la douleur des autres, à la souffrance des autres. Des gens qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Et ces gens que vous avez cités, et notamment des tueurs en série, sont des psychopathes. La souffrance des autres, ils en jouent finalement. Et ça, on en rencontre des gens comme ça, hein, qui font abstraction de la souffrance qu'ils infligent aux autres. À quoi c'est dû ? Nordal Lelandais, il a une enfance normale. Il n'a pas une enfance martyrisée. C'est un type qui était physiquement bien, qui avait des copines, qui avait une activité professionnelle, et on ne sait pas pourquoi il a basculé dans cette errance criminelle. C'est le grand mystère. Certains ont une enfance très difficile.
le jeune qui n'a pas connu ses parents ou qui a été maltraité dans sa jeunesse peut devenir lui-même violent, bien sûr. Ça, on le voit. Mais finalement, il y a des gens qui n'ont pas de profil particulier, enfance ordinaire, jeunesse ordinaire. Et moi, je me méfie du déterminisme. Avec ça, on pourrait dire, vous êtes enfant d'une famille pauvre, vous serez forcément vous-même un marginal pauvre ou délinquant. Vous pouvez avoir dans la même famille un policier et un voyou. Ça, c'est vu. Alors que les conditions d'éducation sont les mêmes. Ça, c'est l'originalité de l'être humain. Alors, on ressent à travers vos expériences un certain détachement lorsque vous entretenez en tête-à-tête avec les criminels. Comment arrivez-vous à passer outre vos émotions lorsque vous entretenez avec des personnes de ce genre ? Oui, alors pendant 10 ans, j'étais juge d'instruction, donc j'avais ces tête-à-tête avec toutes sortes d'auteurs de méfaits. Et mon travail, c'était pas de les juger, c'était d'instruire leur dossier. C'est-à-dire de déterminer s'il y avait des charges contre eux, sachant que c'était au juge du fond d'en décider. Et moi, je devais les interroger le plus calmement possible, sans trop d'émotion, même si j'en avais forcément. J'ai eu devant moi des pères incestueux que j'avais envie de taper, tellement ils étaient dégueulasses. Mais je devais m'abstenir de faire état de mes émotions personnelles pour faire un travail professionnel, en fait. La démarche est professionnalisée, on y met moins de soi-même, moins de morale aujourd'hui. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde, où il y a encore des discours très moralisateurs, souvent à fondement religieux d'ailleurs. Nous, on doit avoir une démarche la plus froide possible, dire des choses extrêmement dures à l'intéressé, sans pour autant qu'elles soient humiliantes. Ce qui n'est pas toujours évident. Si on se lâchait, on pourrait être très vite insultant. Et on n'attend pas ça du procureur, je crois, qui est là pour parler, donner de la voix de la société. Bon, moi, je l'ai toujours dit, qu'est-ce que j'aurais fait si la peine de mort avait existé ? J'ai des collègues qui ont connu à une époque, même s'ils sont moins de ce monde aujourd'hui, ils ont peut-être requis la peine de mort, quand elle faisait partie de l'arsenal pénal. Moi, je suis contre la peine de mort et je ne sais pas ce que j'aurais fait s'il avait existé. Dans votre ouvrage, vous expliquez clairement que l'assassinat présente une forte dangerosité criminelle et que par conséquent, il doit être sévèrement puni, et c'est le cas en droit positif, puisqu'on prend en compte la préméditation. Êtes-vous du même avis concernant les crimes sans mobile apparent ? Donc vous parlez notamment dans votre livre des crimes d'impulsion. Sont-ils ou devraient-ils être abordés plus sévèrement par la justice ? Alors, c'est ce qu'on peut appeler les crimes gratuits. Alors, il y a beaucoup de meurtres qui sont liés à des mobiles dérisoires. Le nombre d'affaires... je suis en train d'écrire un livre, d'ailleurs, un peu sur des affaires que j'ai connues, où pour des mobiles débiles, on tue quelqu'un par une dispute, un mauvais regard, donc c'est presque des crimes gratuits. Le vrai crime gratuit, c'est le crime commis par des psychopathes, des jeunes, souvent, alors, il y en a pas, non, il y en a très peu. J'ai envie de passer du virtuel au réel, je vais tuer quelqu'un pour voir ce que ça fait. J'en parle effectivement dans le livre. Et là, il y a un vrai danger, parce que cette froideur psychopathique, elle peut se reproduire. Finalement, ça ne me fait pas grand effet, je vais recommencer. C'est pas pour des raisons sexuelles, c'est pas pour dévaliser la personne, c'est pour voir ce que ça fait. Et j'en cite plusieurs exemples, effectivement, qui inquiètent. Des gens qui ne sont pas d'ailleurs démunis intellectuellement, mais qui ont envie de tuer, on ne sait pas trop pourquoi. Et ça interroge sur cette fameuse froideur, indifférence à autrui, qui peut toucher un certain nombre de personnes. Nous aimerions finaliser ce podcast sur une ouverture plus générale au droit pénal. Nous avons donc plusieurs interrogations. Nous savons que les prisons françaises sont de plus en plus surpeuplées et que les chiffres relatifs à la délinquance ne sont pas en baisse. Donc pour une certaine partie de l'opinion publique, il suffit entre guillemets de simplement construire plus de prisons. Qu'avez-vous à répondre à ces personnes ? Selon vous, s'avère-t-il être la bonne solution ? On a le chiffre le plus élevé, pas loin de 80 000 détenus de toutes ces dernières années, donc ce qui prouve que la justice n'est pas laxiste, puisqu'on entend trop souvent ça. Sans doute aussi qu'on a beaucoup de gens qui ont des casiers judiciaires ou qui ont commis des atteintes aux personnes, donc qui ont un profil plutôt de détenus. Donc ça interroge sur... je crois quand même qu'aujourd'hui, avec 68 millions d'habitants, on a une sous-capacité d'hébergement. Il n'y a plus assez de places, pas assez de prisons.
Parce qu'on dit toujours, oui, mais si on crée des places de prison, on met plus de détenus. Ce n'est pas impossible. Simplement, il faut aussi tenir compte de l'évolution de la démographie. Il est logique qu'il y ait plus de places en prison s'il y a plus d'habitants. Puisque mécaniquement, mathématiquement, si vous avez plus d'habitants, vous aurez plus de gens qui commettent des infractions pénales. Et je pense qu'avec 60 000 places, on n'a plus assez de places, donc il faut créer des places en prison, créer des prisons. Après, on sait bien que la répression n'est pas la solution absolue. Vous mettez en prison des gens dont on sait très bien que quand ils sortiront de prison, ils recommenceront. C'est plus compliqué de lutter contre la prévention de la récidive. Lutter en faveur de la prévention de la récidive. Des gens qui n'ont pas de travail, qui ont des tentations, qui gagneront beaucoup d'argent en vendant de la drogue. Voilà, toutes ces questions, c'est des questions de société. Il y a quelques indicateurs inquiétants qu'il faut regarder, justement le rajeunissement des détenus, des jeunes détenus pour des faits graves, de meurtre, de viol, ça c'est inquiétant. Ce qui n'est pas non plus inquiétant en revanche, c'est le nombre de crimes crapuleux. Quand on tue pour de l'argent, ce qu'on voit en Amérique du Sud, en Amérique centrale, c'est là qu'on régresse. C'est là qu'on tue pour de l'argent comme on faisait en France il y a 100 ans. Ce n'est pas le cas en France. On ne tue pas souvent pour de l'argent. Il y a encore des crimes, des cambriolages mortels, des choses comme ça. Mais finalement, on tue pour d'autres raisons, ce qui est plutôt un indicateur positif. Si demain, on tuait des gens dans la rue pour les dévaliser, ça, ce serait inquiétant. Ça voudrait dire que là, on a affaire à des gens qui sont prêts à l'extrême pour se procurer de l'argent, ce qui n'est pas le cas. Justement, on va venir à la question suivante. Dans votre livre, vous développez, comme vous avez énoncé précédemment, le cas de Guy Georges, donc surnommé le tueur de l'Est parisien. Vous énoncez, je cite, le voir souriant, très à l'aise. Vous précisez également qu'il est parfaitement intégré au sein de la prison, qu'il joue même de la batterie au sein d'un groupe de musique. Je voulais donc vous poser 2 questions assez larges. La première étant, selon vous, la fermeté des conditions de détention devrait-elle être proportionnelle à la gravité de l'acte commis ? Et que dire aux familles des victimes qui s'attendaient à voir le criminel presque souffrir de cette solitude en prison, ce qui n'est pas vraiment le cas. J'irai même plus loin. Comprenez-vous leur incompréhension, voire leur agacement concernant son traitement qui peut paraître comme privilégié ? Quand on est membre d'une famille d'une victime atrocement tuée, on a envie que soit l'auteur soit tué, mais ce n'est plus le cas en France, légalement, soit qu'il souffre en prison, bien sûr. C'est humain, c'est compréhensible. Cela dit, dans un système étatique de droit, la prison ne doit pas être un lieu de souffrance. La privation de liberté doit déjà exister. Après, est-ce considérer que certains détenus mériteraient d'être dans des cachots toute la journée, ce serait une régression considérable. Même, bien sûr, les tueurs en série ont la télévision dans leurs cellules, ont droit à un confort qui était inenvisageable il y a des années en arrière. Ça peut toujours choquer les proches, mais c'est le problème de la vie carcérale et de l'évolution d'un état de droit qui donne des droits aux détenus qu'ils n'avaient pas auparavant, que d'ailleurs la France on sert dans des règles internationales, puisque le traitement des détenus doit respecter la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Voilà, c'est une question là aussi de curseur. La condition pénitentiaire en 2024 n'est pas la condition pénitentiaire il y a 60 ans. Si vous regardez quelques films anciens des années 50, on voyait des détenus avec des paillasses dans des cellules, évidemment sans confort, sans télévision et sans rien. Et que sera-t-il de la prison dans 50 ans ? Vous allez dans les pays scandinaves, vous avez des prisons avec des supermarchés à l'intérieur, des petits où les détenus peuvent évoluer librement. Ils ont encore, eux, une avancée par rapport à nous sur leurs conditions de vie qui sont beaucoup plus libérales que chez nous. Mais où on passe le curseur ? Là encore, c'est aussi au gouvernement de prendre des dispositions. Mais encore une fois, on doit respecter des règles internationales de conditions pénitentiaires qui ne sont pas les mêmes en France qu'en Afrique, dans certains pays. J'ai visité la prison de Djibouti, qui était un territoire français, qui est devenu un territoire indépendant. Vous avez 30 jeunes dans une cellule assez grande, où ils ne font rien toute la journée. Ils n'ont pas de télévision, pas d'activité éducative, rien. Ce qui est aussi le reflet de la pauvreté d'un pays. Donc moi, je n'ai pas de position. Je crois qu'on ne peut pas faire souffrir doublement un détenu. Il est déjà condamné, il vit la vie des autres. Il aura un régime d'ailleurs de surveillance accrue.
Les fameux tueurs en série, on les surveille davantage que les autres détenus. On les protège de leurs co-détenus, mais on fait en sorte aussi qu'ils évitent de s'évader. Voilà, et ça, c'est aussi le reflet de ce que la société met dans la vie pénitentiaire, qui, encore une fois, évolue au fil du temps. Une prison, ce n'est pas un lieu joyeux, ce n'est pas un 3 étoiles, hein, même si un détenu des années 50 trouverait aujourd'hui que les détenus vivent dans des conditions extrêmement confortables, hein, bien sûr. Mais encore une fois, c'est le reflet de l'évolution historique, sociale, économique d'un pays, et c'est tout ce qu'on peut en dire. Bon, eh bien merci encore Monsieur Dallès d'avoir pu répondre à toutes nos interrogations. Ça a été un honneur d'avoir pu s'entretenir avec vous. N'hésitez pas à aller vous procurer le dernier livre de Monsieur Dallès, intitulé Sur les chemins du crime, paru aux éditions Mareuil. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, et à très vite.